Salut à tous! Alors on est l'équipe Joyati Santé, on a décidé de se mettre à la vidéo et de partager un petit peu au fil du temps nos actualités, nos connaissances, nos actions. Et aujourd'hui on avait une grande conversation avec Juliette autour de la santé, autour de l'adaptation, la désadaptation, la suradaptation. Juliette, comment tu peux définir tout ça? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner? Alors la désadaptation, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche tous et on peut très bien la définir tout simplement par la différence entre deux personnes qui iraient dans un bain froid 5 minutes. Il y en a une qui va renforcer son système immunitaire et simplement l'autre elle va développer une rhino. Voilà, donc c'est pas juste, mais on peut comprendre le phénomène de la désadaptation comme ça. En fait, c'est de savoir notre limite, à quel moment on s'adapte et on se renforce et à quel moment on va trop loin au niveau de l'adaptation et du coup on se désadapte, c'est même contre-productif. Et du coup, ça voudrait dire que deux personnes qui vont 5 minutes dans le même bain froid et qui en ressortent complètement différents, ils n'ont pas la même constitution. Enfin, c'est un peu génétique au final. Alors voilà, ça peut être à la fois génétique, s'il y a un problème par exemple d'hypothyroïdie, évidemment quelqu'un qui va dans un bain froid, ça va être compliqué au niveau de l'adaptation. Par contre, ça peut être aussi épigénétique. Est-ce que cette personne-là, imaginons qu'elle n'est pas hypothyroïdienne, mais elle y va 1 minute dans un bain froid et puis la prochaine fois elle y va 2 minutes et puis après 3 minutes. Ouais. Et en fait c'est comme ça qu'on crée progressivement l'adaptation, mais pas 5 minutes d'un coup. Et par contre, une autre personne va par exemple développer plus du coup d'adaptation, par exemple en faisant du sport. On va pas lui dire va dans le bain froid alors que ça va lui développer une libido, mais par contre au niveau sportif elle peut se dépasser et aller dans une certaine limite qui fait qu'elle va se renforcer au niveau physique. D'accord. Et juste, c'est quoi une rhino? Une rhinopharyngite. D'accord, ok. Je connaissais. Ça marche. Voilà, Ok, super ça devient intéressant. malade. Et pour rebondir dessus, au niveau de la médecine curative et préventive, on va avoir du coup deux sons de cloche. Soit justement on va être confronté d'un seul coup à une suradaptation, mais par exemple le Covid, on va arriver tout de suite sur, on l'a pas choisi, en fait c'est ça que je veux dire, notre corps ne l'a pas choisi et tout de suite on va du coup développer une maladie. Est-ce qu'il faut attendre finalement d'être malade pour aller mieux? Donc est-ce qu'il faut attendre d'aller à l'hôpital pour se dire oh putain j'ai pas, renforcé ma santé avant. Voilà. Et pourquoi et dans ce cas-là, le préventif sert à ça. Le préventif sert à... Mais du coup, je pense que le préventif il est quand même plus difficile à mettre en place dans le sens où c'est une hygiène de vie quotidien, donc ça demande des efforts quotidiens, surtout quand on est entouré d'une société aussi parfois toxique, alors qu'à côté on a une médecine qui en plus est renforcée, qui donne un médicament, ça va mieux. C'est un grand débat. Ouais. Donc c'est un grand débat et moi je pense que ça pose la question du remboursement parce qu'on se dit finalement ça invite pas les gens à avoir une meilleure hygiène de vie. Mais est-ce que par exemple dans les pays où justement c'est pas forcément remboursé, est-ce qu'ils vont mieux? Je pense aux États-Unis. Du coup, je pense qu'ils mettent plus l'accent sur cette médecine alternative qui est tout aussi importante finalement. Et même préparer son terrain au quotidien justement à de potentiels virus, de potentielles infections, se renforcer comme on disait tout à l'heure en connaissant sa constitution de base et en essayant de l'entraîner à se renforcer, est-ce que c'est pas finalement plus viable pour une longévité en bonne santé par rapport à une espérance de vie où on finit les 30 dernières années peut-être dans un lit alité alors que c'est pas une vie, c'est une survie. La vie c'est le mouvement, la alité c'est pas le mouvement. Et encore une fois, je pense qu'il y a aussi du mal, il n'y a pas assez de prévention au niveau publicitaire de l'État qui nous incite aussi à faire attention. Je pense maintenant au Nutri-Score où ils mettent du A pour des céréales Kellogg's pour les enfants. Voilà, ça ne nous invite pas non plus à réfléchir à une alimentation ou non plus à une hygiène de vie qui serait favorable à notre santé sur le long terme. Ouais. Donc, et même en fait, je pense que globalement les gens ne se questionnent même pas parce qu'ils sont nés dedans. Mais parce qu'on ne le sait pas, voilà. Parce qu'on ne sait pas en fait. On profite finalement de cette méconnaissance des gens pour être en mauvaise santé, pour faire marcher finalement plus une économie que l'intellectualisme ou la santé. Et après, pour voir simplement où est-ce que nous on en est,
c'est hyper intéressant de regarder ces fiches de compte tout simplement et de voir qu'est-ce que j'ai acheté, à qui j'ai donné mon argent en fait. Voilà. Ouais. Et Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, Ça mais peut c'est être intéressant. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et voilà, faut faire attention à la Mais, main qui nous nourrit, comme on dit. Ouais, après, pour entrer plus dans le vif du sujet, finalement, le Nutri-Score, c'est assez révélateur. Mais même quand on regarde tout simplement l'histoire qu'on apprend au collège, pourquoi on ne transpose pas ça finalement dans l'alimentation en disant, bah, en fait, à l'époque, peut-être que les chasseurs-cueilleurs, ils avaient quelque chose de plus adapté à leur métabolisme, peut-être plus à leur instinct primitif, parce que c'était à l'époque, donc moins intellectuel, mais comment on peut finalement adapter aujourd'hui l'alimentation à une alimentation moderne sans être trop toxique, mais garder le goût des aliments en rajoutant des glucides parce qu'on a des capacités intellectuelles pour booster. Enfin voilà, c'est quand même tout un débat, je trouve. Et c'est ça la force aussi de nos sociétés aussi en général. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de connaissances et pourtant on est aussi de plus en plus malade. Dans le sens où finalement aussi les gros, je parle toujours des gros industriels de la santé, hein, c'est beaucoup plus facile d'agir sur nos systèmes dopaminergiques inconscients de j'ai besoin de gratitude, de récompense, que justement jouer sur l'effort et de dire voilà, qu'est-ce qui est bon pour ma santé d'humain primitif. Voilà. Ouais, d'ailleurs, primitif, ça me fait penser un petit peu au tempérament. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au-delà de la constitution, on a tous un peu ce côté soit très intellectuel chez certaines personnes, très émotif chez d'autres personnes, tout ce qui est neurotransmetteur, et puis très primitif chez d'autres personnes, qui sont plutôt surrénaliens. Et en fait, finalement, on retrouve ces tempéraments dans cette capacité d'adaptation. Ouais. Non, mais par exemple, les surrénaliens, comme ils sont plus primitifs, finalement, ils sont plus ancrés dans le sol, ils sont plus dans le corps. Donc, globalement, ils sont plus musculaires, ils sont plus chauds, etc. Donc, ils ont plus de capacité à s'adapter dans les bains froids, comparé à des gens qui ont plus le sang dans le cerveau, on va dire. Du coup, une fois dans le bain froid, ils se les caillent, quoi. Et c'est assez intéressant ça. Et après, pareil, je voulais rebondir sur le côté adaptation et désadaptation parce que j'ai eu ma petite expérience à vélo là, la semaine dernière. Et justement, pendant tout le parcours, donc j'ai fait une petite montée de je sais plus combien de kilomètres, mais je m'étais dit là c'est bon, je peux continuer parce que je suis dans l'effort, je suis pas dans l'inconfort, je ressens pas de douleur. Donc j'ai continué jusqu'à mon arrivée où là je me suis retrouvée épuisée. En fait, cet épuisement m'a fait dire, sans être dans la douleur, j'étais dans la désadaptation et j'ai pas su placer mon curseur entre je suis dans le renforcement de moi-même et je suis dans le rendre malade. Et en fait, c'est assez important de se faire accompagner finalement dans la connaissance de son propre corps et dans quelles limites il faut lui donner, comment on peut y aller progressivement comme par un froid pour gérer son effort. Exactement. Comment se connaître aussi soi-même pour gérer sa propre limite. Et en fait savoir où est-ce que je suis dans le trop confortable et ce qui fait qu'on ne crée pas d'adaptation et de renforcement de notre santé mentale et physique. Pour rester assis derrière un bureau voilà, et se dire tout va bien, je suis dans mon petit confort. Ça c'est pas non plus une bonne chose parce qu'en fait à être trop dans le confort, au final on va se protéger de l'inconfortable, alors que justement l'inconfortable nous pousse à nous suradapter et c'est aussi quelque chose de très primaire chez l'être humain qu'on a tous besoin, c'est nécessaire, d'être dans l'action, donc d'être dans l'effort. Voilà, c'est au moment où si on se cache, quand on joue à cache-cache, si on se cache derrière un mur, on va toujours attendre de savoir quand est-ce que l'autre va nous trouver. Alors que si on est dans l'action, à essayer de chercher celui qui nous cherche et que on s'adapte à son placement. Exactement. Là, on est dans le faire et finalement là on stresse beaucoup moins. Ouais. Voilà. Donc ça fait partie aussi de l'être humain que d'être dans l'effort et par contre il ne faut pas être non plus dans le sureffort et donc dans la désadaptation. Et souvent aussi on peut être dans la désadaptation, la suradaptation sans même le savoir. Et voilà, dans notre quotidien, et c'est là qu'on peut aussi créer des maladies. Voilà. La désadaptation, je pense qu'elle commence au moment où on se prive de lumière parce qu'en fait, on se rend compte que la vie humaine n'est pas possible sans lumière et sans mouvement du coup, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et finalement, quand on voit finalement ce mode de vie, on est enfermé entre quatre murs la plupart du temps et assis, on va à contre-courant de ce qu'est la vie en fait. On n'est plus à la lumière, on n'est plus en mouvement et finalement c'est contre
Et Contre encore une vital. fois, c'est pareil, quelqu'un qui est très enfermé, très... Voilà, il va se méfier justement des autres, En ça termes crée aussi comportementaux, au tu veux terme dire. comportemental. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouverture aux autres, c'est clair. De toute façon, l'homme ne peut pas survivre tout seul. On est obligé d'être en collectif. Exactement. L'intelligence collective prévaut, comme chez Joe Yati. Mais peut-être pour boucler sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu aurais à dire en conclusion? Alors moi j'aurais à dire peut-être en conclusion que justement l'être humain c'est quelque chose, on va parler justement d'approche systémique, dans le sens où on a voilà, des sphères on va dire de santé, ça va être le sport, ça va être la nutrition, ça va être le bien-être mental, la respiration, etc. Mais en fait tout est tout le temps en interaction. Comme nos organes, on va avoir le spécialiste du cancer, le spécialiste de l'intestin, le spécialiste... En fait, ces gens-là, nous en France, on se spécifie dans ces domaines-là. Et je pense qu'on aurait tout à y gagner justement à faire de l'interaction dans tous ces domaines-là. Ouais, tout à fait. Peu importe les plans, pour justement évoluer, grandir et s'améliorer. Et je pense que c'est ça qu'on essaye aussi d'offrir avec Joyati, ces différentes visions, différentes approches. On globalise quoi. On globalise. Mais qu'on personnalise aussi parce que ça dépend de la constitution de chacun. Exactement, il y a les deux. Moi quand tu m'as dit approche systémique, j'ai pensé à surtout à l'intérieur du corps en fait. Quand je voyais les choses plus, on va dire, scientifiques, le fait qu'on interagit avec notre environnement, que ça soit du coup la nature, la vie sociale, et on interagit aussi à l'intérieur du corps. Et finalement, les deux on influence, notamment avec les microbiotes qui font un petit peu l'intermédiaire, mais aussi la peau, etc. Et je pensais aussi à ça en termes systémiques, que finalement un équilibre se crée entre tous les organes, toutes les bactéries, notre environnement extérieur, c'est ce qui fait notre adaptation. Exactement. Et je pensais aussi à une autre chose en conclusion, c'est ce côté anti-vieillissement de la naturopathie, ce qu'on peut proposer et en hygiène de vie, c'est comprendre du coup son corps et éviter de vieillir en mauvaise santé finalement et de conserver finalement une longévité et la nécessité vitale qui est la base du bonheur en fait. Des bons neurotransmetteurs, une bonne dopamine, qu'on est heureux, qu'on prend plaisir, qu'on a de bonnes interactions. Tous ces équilibres-là, ils font la raison pour laquelle on est sur Terre et pour laquelle on vit. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous partager si vous avez des envies de sujets, si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se tient à votre disposition en tout cas chez Joyati Santé. À très bientôt. À bientôt.